Alors aujourd'hui, on est en plein cœur de la cité historique de Saint-Émilion. Alors, c'est une des plus belles caves de Saint-Émilion, bien sûr. Les vins idéaux, alors ça reste des vins légers. Mais nous, chez Autour du Vin, j'ai ajouté quelque chose de supplémentaire. J'ai ajouté ce qu'on appelle le wine funding. C'est-à-dire que j'ai donné la possibilité, j'apporte la possibilité aux gens de pouvoir commander, régler leur vin sur plusieurs mois, voire un an. On leur établit un lien qu'ils envoient à leurs amis, à leur famille, à leurs amis, qui va leur permettre d'acheter ou de commander un très très grand vin pour une occasion spécifique. Tous les gens qui vont pouvoir amener, qui vont vouloir participer. Ça peut être un Magnum de Mouton Rothschild, un Jéroboam d'Archange, des choses comme ça. Mais ils vont pouvoir partager ce moment ou en tous les cas s'associer au moment. Le financement participatif. Exactement, voilà, où tout le monde pourra. Voilà. Alors évidemment, c'est pour des montants souvent supérieurs à 500 €. Oui, bien sûr. Oui. Parce qu'on ne peut pas le faire sur des petites bouteilles, ou on peut le faire sur des grosses quantités. Mais je dirais pour une naissance, un mariage. Ça c'est une très bonne idée ça. Vous voyez, dire oh là là, moi, je vais avoir notre fils ou notre fille, machin. Bon, les grands-parents, les parents, les amis, tout le monde va pouvoir. Et on va lui acheter le monument de son année de naissance. Bien sûr. Sauf pour ceux qui sont nés en 2013. Olivier, quels sont les 2 vins pour l'apéro qu'on peut commander Ma première sélection comme ça, là, sur un coffret de 2. Oui, sur un coffret de 2. Moi, je partirais évidemment, je partirais tout de suite sur Aline et Adrénaline. Oui. D'accord. Je crois que on vend le coffret 29,90. C'est ça. Voilà. 29,90 Parce que voilà, sélection. comme ça, vous n'avez pas à réfléchir. J'ai réfléchi pour vous, j'ai choisi pour vous. Et là, en toute confiance, je ne vais pas vous dire satisfait ou remboursé parce que vous risquez d'en profiter. Mais vraiment, voilà, vous avez. Il n'y a aucun risque de remboursement. Non, surtout quand vous les aurez bu. Mais non, vraiment. Oui, c'est les 2 cuvées. Ouais, c'est des vins faciles que vous pouvez boire comme ça, des vins de copains, trucs que vous rentrez, je vous dis, à n'importe quel moment. Facile mais sérieux. Et les Ouais, caractéristiques bien que fait. tu as, donc comme on a dit là. Alors déjà, on n'a pas de barrique, les caractéristiques. C'est que de l'élevage cuve. Donc on est sur le fruit, d'accord. Donc des vins qui plaisent énormément aux femmes, d'accord. C'est très important parce qu'aujourd'hui, non mais il faut que ça plaise au plus grand nombre. Et donc moi, je sais très bien que les femmes aiment ces vins parce que c'est vraiment du fruit. D'accord. Oui, bien qu'il y ait des femmes aussi qui aiment les vins beaucoup plus tanniques. Mais là, on parle d'apéritif, on parle de préambule, on parle de verre de l'amitié, on parle d'être bien, de se détendre, de rentrer, de préliminaire. Oui, on peut dire, si l'on peut dire. Et ça, j'adore ces vins. Tu vois. Et depuis que je les ai goûtés la première fois, j'ai dit ça, c'est vraiment le vin idéal, j'ai pas besoin de manger. Et moi, je rêve toujours de vins pour lesquels je n'ai pas besoin de manger parce que j'aime manger. Mais bon, il faut pas toujours que. Ça ne peut pas être tout le temps. Donc il faut que je puisse boire sans manger. Très bien. Bon, merci Olivier pour les propos. Pascal, maintenant, quels sont pour vous, comment vous sélectionnez ces cuvées pour Sélectio en tant qu'œnologue conseil de Sélectio? Oui, comme Olivier l'a dit, il y a des vins pour chaque occasion. Alors, on peut se tromper de vin et aller avec différents types de vins sur toutes les occasions. Mais il y a des vins où on aura des mariages qui seront plus réussis et plus de plaisir. Donc notre ambition, c'est déguster et partager et pour donner du plaisir. Donc effectivement, il y a des vins qui correspondent à certaines occasions, à certains mariages, parce qu'ils ont des affinités. Donc effectivement, si on reste sur le concept de l'apéritif, ce sont des vins qui ont une fraîcheur. On ne parle pas de petits vins ou de vins légers, ça veut rien dire. Ce sont tous des vins sérieux, mais qui correspondent bien au moment, à l'occasion, au pairing qu'on veut faire avec les plats ou les planches de charcuterie aujourd'hui, c'est extraordinaire. Donc ce sont des vins qui sont axés sur le fruit, Olivier a insisté là-dessus effectivement, donc avec un système de vinification, un assemblage de cépages qui va permettre d'apporter ce fruit. La fraîcheur, c'est un élément fondamental. Tension que ça va donner au vin, c'est que ça va donner envie de boire, de se rafraîchir. On parlait tout à l'heure d'un vin qui est hydratant. C'est pas tout à fait faux. C'est des vins que l'on peut boire et qui ne sont pas fatigants et que l'on peut boire et reboire sans aucun problème. Donc il y a certains cépages, certains assemblages de cépages qui vont correspondre à ce profil-là. Une vinification qui est plus légère, où on va aller chercher moins la densité du vin, la profondeur, mais la tension.
là-dessus, et un élevage qui va respecter tout ça. Donc on a des élevages qui vont donner plus de complexité, d'ampleur et de perspective de vieillissement au temps, alors que là, on ne se soucie pas de ça, on se soucie plutôt de maintenir et de sublimer l'originalité du lieu et du millésime, puisque les vins, c'est du temps mis en bouteille. Hein, voilà. C'est incroyable cette histoire de millésime. Chez nous, c'est extraordinaire. Donc Selectio, c'est 2 à 6 bouteilles, 2 bouteilles par mois à 29,99 que vous recevez tous les mois. Tous les mois, vous allez recevoir 2 bouteilles exclusives et rares que vous n'allez retrouver nulle part ailleurs et que vous allez pouvoir vous faire plaisir et déguster et partager entre amis. Dis-moi Olivier, on entend beaucoup parler de bons ou mauvais millésimes à Bordeaux ou même sur d'autres régions. Quel en est-il? Enfin, qu'est-ce que tu en penses, toi? Il y a effectivement des bons et des moins bons, d'accord. Mais il y a tellement peu de moins bons. Il faut savoir que depuis les années 95, quasiment, peut-être même avant, on avait déjà, on parlait des années en 5, on parlait des années en 6, des années en 10. C'est comme l'oreille absolue, d'accord. Qui sommes-nous? Des particularités, des vins qui vieillissent mieux, des vins qui vieillissent moins longtemps. Oui, c'est vrai, on dit que 2013 n'est pas un mauvais millésime, mais 2013, il faut les boire maintenant, parce que le vin a vieilli rapidement à cause des conditions climatiques. Mais c'est aussi ça la particularité des vins. En plus, il y a régulièrement une décote sur ces millésimes qui vieillissent moins bien, sur les grands vins. Donc c'est justement pour vous l'occasion, enfin pour les gens, l'occasion d'en acquérir et d'en boire. Il faut les saisir. Il faut les saisir. Mais oui, alors vous allez me dire, 2015 c'était extraordinaire. Et quand il y a eu 2016, c'était extraordinaire, extraordinaire. 2 fois. Vous savez, c'est je t'aime énormément, quoi. Mais non, tout ça ne veut rien dire. Le plaisir du moment. 14, 15, il n'y a plus de mauvais millésimes jusqu'à maintenant. Le réchauffement climatique, pour l'instant, nous est bénéfique. Okay. Ouais, il y a aussi le travail du vigneron. Il y a le travail du vigneron. De l'œnologue. Non, mais on est d'accord. Tout ça, c'est l'équilibre. C'est ce qu'on appelle le curseur. Hein. On met un peu de ça, moins de ça, et ainsi de suite, en fonction des aléas climatiques. Mais justement, la particularité du millésime, c'est ça. C'est les aléas climatiques. Mais le commun des mortels n'arrivera pas à saisir une différence entre un 15 et un 16. Clairement. Mais clairement, je le dis comme je le pense. Hein. Même moi. Et du coup, la différence après, qu'est-ce qu'elle en est? La différence, elle va en être sur le coût, sur le prix. Mais quand vous êtes dans la conservation du vin, hein, sur l'acquisition et la conservation, parce que le vin, des fois, c'est du patrimoine. C'est de plus en plus du patrimoine. Hein. C'est de plus en plus des gens qui achètent du vin. Il y a ceux qui se font plaisir immédiatement. Puis il y a ceux qui vont dire c'est 15, c'est 16. Ils ont vu que sur telle ou telle revue ou sur tel ou tel site, Oui, ils ont vu des notes et d'ici et de ça. Franchement, ce que je voudrais dire aux clients, c'est que tout est bon. D'accord. Tout est bon. Il n'y a pas de millésime mauvais, d'accord. Alors c'est vrai que quand les millésimes sont plus sensibles, comme 13, comme le millésime qu'on a connu dans les années 90, 91, tout ça, il vaut mieux des très grands vins. Il vaut toujours mieux un très grand vin sur un mauvais millésime qu'un petit vin sur un grand millésime, d'accord. Voilà. Donc il faut compenser. C'est notre curseur à nous. Voilà. Plus le millésime est sensible, plus on va changer. Mais depuis avant les années 2000, il n'y a plus de mauvais millésime. Il y a eu 13 qui n'est pas un mauvais millésime, encore une fois, je le répète, mais qui est à boire maintenant, au plus tard. Mais il faut aussi dire une chose, c'est que la notion de petit et de grand millésime, en fait, elle est sur l'instantanéité du moment. C'est-à-dire que cette petitesse ou cette grandeur, elle est jugée 6 mois ou 1 an après la récolte. Et aujourd'hui, moi je me plais à déguster, dans les grandes origines, nous sommes bien d'accord, oui, des millésimes 77, mais évidemment, mais des 83, parce que c'est une matière vivante, des 65, et les vins sont excellents, alors qu'ils ont été classifiés à l'origine moyen ou petit. Ouais. Hein. Mais dans les bons endroits, chez les gens qui travaillent bien, là où les terroirs sont les meilleurs, bien entendu, mais là aussi où les gens travaillent mieux qu'ailleurs, eh bien, même dans les petits millésimes, grâce au talent, parce que un vin, c'est pas simplement le fruit d'un sol et d'un climat, c'est aussi le fruit du travail de l'homme. C'est le vigneron. Voilà. Depuis la nourriture du sol, voilà. Eh bien, il y a des gens qui sont plus talentueux que d'autres et qui, même dans les soi-disant petits millésimes, a fortiori si on les attend au bon moment, ça peut être rapide ou ça peut être très long. C'est là qu'on voit les bons, Pascal. On voit les très grands. Voilà. C'est là qu'on voit les bons. Allez, voilà, c'est ce qui fait la différence. Alors nous avons également une autre offre qui est à 229,99 €, donc qui comprend 3 bouteilles très rares ou beaucoup plus valorisées
que vous allez recevoir tous les 3 mois et qui vous permet de découvrir ou redécouvrir des crus que vous avez aimés ou vos crus préférés et qui est très intéressante à avoir tous les 3 mois. Donc vous allez avoir la chance de pouvoir recevoir des bouteilles comme Château Beaucastel à Châteauneuf-du-Pape que Monsieur Châtonnet conseille, Château Montrose, Château d'Issan à Margaux, Montrose à Saint-Estèphe. Et vous allez pouvoir avoir également des vins étrangers comme Finca Martello en Rioja, des très grands Rioja. Et d'autres crus partout dans la planète, donc c'est très intéressant. Ces bouteilles qu'on vous propose sont beaucoup plus intéressantes en prenant une box et de vous abonnant pour 229,99 que de les acheter séparément. C'est beaucoup plus économique et ça vous permet d'en profiter sur un tarif très accessible. Donc au sein même du village de Saint-Émilion, eh bien, il n'y a pas que des habitants, des touristes, des habitats troglodytes, des monuments historiques, il y a aussi des caves avec des vignerons. Et je vais vous emmener dans une cave qui est absolument unique, c'est là où s'est fondé le concept du vin de garage. C'est absolument extraordinaire. Et je vous amène aujourd'hui chez Jean-Luc et Muriel Tunevin, à Château de Valandreau. Jean-Luc. Oui, il ne faut pas oublier quand même. Le Château de Valandreau, premier grand cru classé. Et Muriel qui se cache, qui s'appelle Muriel Andro. Et Muriel Andro, ouais, c'est des Tunevins. Hein. C'est des Tunevins. Bonjour Pascal. Bonjour Muriel. Alors ils vont nous raconter l'histoire du Château de Valandreau, mais aussi l'histoire du concept, d'où ça vient ce concept de vin de garage. Aujourd'hui, Valandreau, c'est plus du tout un garage. Hein. Non, ça s'est un peu agrandi. Ça s'est un peu agrandi. Mais Jean-Luc, c'est lui qui est à l'origine du renouveau des vins à Bordeaux dans les années 90. C'est lui qui a redynamisé toutes les propriétés historiques qui s'étaient peut-être un peu, pour certaines, endormies sur leur laurier. Et parce qu'il arrivait un peu de nulle part, hein, si j'ose dire, c'est pas péjoratif, c'est lui et Muriel qui ont redynamisé tout ça et qui ont montré qu'à partir de pas grand-chose, on pouvait faire des grands vins. Alors Jean-Luc, raconte-nous un peu ton histoire. Alors, le concept vin de garage, vous le comprenez tout de suite. Vous voyez, quand on rentre, on dirait qu'on arrive dans un garage. Donc on est dans l'esprit américain qui veut que la Silicon Valley, dans les garages, plein de gens ont réussi à faire des affaires formidables, que ce soit Apple, Google, etc. Donc c'est la même histoire, affectée au vin. Et donc Valandreau, Muriel s'appelle Muriel Andro, et Val, c'est parce que la première parcelle de vigne qui faisait 60 arts, qui est juste dans le village, la vallée là, à côté, à 500 mètres, et s'appelait le Vallon de Fongaband. Voilà, c'est tout simple. Alors, c'est une histoire extraordinaire, parce que je suis arrivé à Saint-Émilion par hasard, en suivant Muriel qui travaillait à l'hôpital de Libourne. Je ne savais pas trop quoi faire, j'étais employé de banque avant, alors c'est pas un vrai métier. Il a fallu que je gagne ma vie, donc j'ai créé un restaurant qui est devenu à la mode, une boutique de vin, et j'ai voulu faire du vin pour moi. J'ai pu acheter de la vigne à l'époque sur une base de 1 million de francs, c'était beaucoup, 60 arts dans le Vallon de Fongaband, et j'ai dit je vais faire du vin pour moi, pour le vendre dans ma boutique. Voilà, c'est simplement ça le départ. La chance, c'est que mon ami principal s'appelle Alain Vautier et que lui nous a appris à faire le vin et que, n'ayant pas appris, j'ai pu faire des choses un peu bizarres qui n'étaient pas logiques. La logique voulait qu'on fasse beaucoup de volume. Moi, je voulais faire le meilleur vin du monde, donc j'ai fait moins de raisins par pied de vigne. On a ramassé les raisins à la main parce qu'on n'avait pas de tracteur, on n'avait pas de remorque. Donc, enfin, on a fait beaucoup de choses sans le savoir. C'est ça, c'est l'histoire. L'innocence a fait qu'on a fait des trucs qui n'étaient pas trop à la mode et qui aujourd'hui sont devenus totalement normaux, c'est-à-dire le tri du raisin, l'attention aux fruits et après l'ambition de faire le meilleur vin du monde, ce qu'on a toujours comme ambition encore ici, où aujourd'hui ce n'est plus Château Valandreau, aujourd'hui c'est un grand cru classique qui s'appelle Clos Badon. Alors d'abord il est tellement historique parce qu'on y habite et qu'on a changé, on habitait là, juste là c'est notre cuisine, mais on est juste à 50 mètres, on a pu acheter 3 maisons et dans ces 3 maisons on les a réunies et donc on habite là et aujourd'hui on y fait Clos Badon qui est une propriété que j'ai achetée en 98, mais en tout cas la naissance du vin de garage et de Valandreau c'est ici en 91 avec 1280 bouteilles produites, je ne sais pas si vous imaginez, 1280 bouteilles produites parce qu'en plus en 91 il y a le gel, un grand gel qui fait que notre récolte est divisée par 3 ou 4. Voilà.
Donc ce qu'il y a de sûr, c'est que notre concept vin de garage s'explique parce qu'on est dans le village, que notre voisin était garagiste, et surtout que des déchets dans le village, il n'y en a pas tellement que ça à Bordeaux, il y en a pas mal en Bourgogne, mais pas chez nous. Dans le village, je crois qu'il y a 3 ou 4 crus qui sont connus et qui font leur vin dans le village, ce qui était quand même difficile. Il faut bien comprendre qu'il faut que les raisins arrivent, les employés arrivent, les mises en bouteille se font là, et c'est quand même après beaucoup de travail manuel. Ce qui est possible, c'est par exemple moi qui n'avais pas d'études, pas de diplôme, pas d'argent, si on a envie, si on est un peu courageux et si on a surtout l'idée que ce qui nous bloque souvent, ce plafond de verre, c'est nous-mêmes. Voilà, il faut se dire, il faut y aller. Alors aujourd'hui, nous sommes dans un vignoble au mois d'avril. Donc c'est le tout début du cycle végétatif de la vigne, de la production qui va commencer. Nous sommes le 5 avril, on vendangera fin septembre ou début octobre. Mais aujourd'hui, on peut considérer que c'est le J0 du millésime 2023. Donc vous voyez nos pieds de vigne ici qui ont été taillés durant l'hiver. Le vigneron a sélectionné le bois qui va porter la récolte en 2023. Et nous sommes aussi, vous voyez, au tout début de la croissance de la vigne. Donc ça, c'est le bourgeon d'hiver là, qui commence à être dans le coton, mais il n'a pas vraiment poussé. Et puis là, tu vois, il commence à pousser un petit peu plus. Et puis là, encore un petit peu plus. Voilà. Et dans quelques jours, voilà, encore un qui est un petit peu plus développé. Et là, on commence à voir les débuts d'inflorescence, c'est-à-dire les inflorescences sont les fleurs qui vont donner au final les grappes qui donneront le raisin et le raisin qu'on récoltera pour faire du vin. Voilà, les grappes, elles sont déjà là, voilà. Vous voyez, elles sont ici. Donc il ne reste plus qu'à attacher délicatement ce qu'on appelle la baguette. Et au cours de cet été, eh bien, chaque bourgeon va donner une branche qui portera les futures grappes qui nous donneront le futur vin. Alors la base de tout grand vin, c'est un grand raisin. Donc le grand vin, il est fait essentiellement au vignoble. On vous parle beaucoup des grands vinificateurs, des œnologues, des winemakers, des consultants, etc. Mais tous ces gens-là, sans le bon raisin, ils ne feront pas grand-chose. Donc le bon raisin, il commence dans la vigne. Et ici, je vais vous présenter un exemple de viticulture biologique. Vous voyez, les sols c'est quoi la viticulture biologique? C'est une viticulture où on n'utilise pas de produits chimiques de synthèse et où on préserve toute l'activité biologique. Et non seulement on préserve, mais on développe l'activité biologique au niveau du sol. Parce que c'est à partir du sol que la vigne va se nourrir et va exprimer les caractères originaux du lieu à travers ce qu'on appelle le terroir. C'est quoi le terroir? C'est la combinaison entre le sol, le climat, aujourd'hui il fait beau, c'est magnifique, et le travail de l'homme. Le viticulteur, le vigneron, le paysan, c'est lui qui fait le lien entre tout ça. Grâce à son travail, il va réussir à exprimer les caractéristiques du lieu. Et selon la méthode de culture de la vigne, eh bien, vous allez avoir des typicités de vin, des caractéristiques différentes. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, ici vous êtes sur un site où on cultive la vigne de manière biologique, sans intrants chimiques, et où on manage, organise, développe la vie du sol grâce aux couverts végétaux. Ces couverts végétaux, vous pouvez les voir ici. Ici, c'est un couvert végétal qui a été semé, vous voyez. Et ici, c'est un couvert végétal naturel. Alors, pourquoi il y a ces deux? Je vais vous expliquer. C'est qu'ici, lorsqu'on sème ces couverts végétaux, ils se développent de manière intense à la fin du printemps ou au début de l'été. Et on apporte beaucoup de matière organique au sol, beaucoup d'activité biologique. Et c'est cette matière organique et cette activité biologique qui va servir à nourrir la vigne tout au long de son cycle de développement. Alors ici, vous voyez, on a différents types d'herbes. Il y a des herbes naturelles et il y en a d'autres que l'on a semées. Et notamment ici, je voulais vous montrer deux types d'herbes qu'on a semées, ce qu'on appelle des légumineuses. Légumineuses, ça, c'est un trèfle. Ici, ce sont des févroles.
Et ces plantes, elles ont une caractéristique particulière, c'est qu'elles ont capacité à fixer l'azote de l'air dans le sol. Et cet azote, il est absolument indispensable pour l'activité biologique du sol et pour la croissance du végétal. Et ici, chez nous, c'est la vigne. Voilà. C'est ça qui permet de fixer l'azote du sol, de dynamiser l'activité biologique et d'avoir une croissance du végétal qui est positive. Et si sa croissance est positive, équilibrée, eh bien, elle va pouvoir exprimer les caractéristiques du terroir, du lieu. Voilà. On dit souvent qu'il faut que la vigne souffre. C'est clair que la vigne, ce n'est pas du maïs, ce n'est pas une culture intensive. Il ne faut pas qu'elle soit excessivement nourrie. Mais si elle est nourrie naturellement à partir de son milieu, grâce notamment aux couverts végétaux naturels, eh bien, vous avez naturellement la vigne qui va exprimer positivement et intensément les caractéristiques du terroir du lieu. On sème d'autres plantes, par exemple ici c'est du radis. Et le radis, il a un intérêt, c'est qu'il a une racine, vous voyez, qui est pivotante, une grosse racine, et elle va perforer le sol. Et cette racine, elle nous aide à travailler naturellement le sol, parce qu'évidemment, si vous avez des couverts végétaux, il n'y a plus de labour, on ne travaille plus le sol. Et pourquoi on ne veut pas travailler le sol? Parce que si on travaille le sol trop intensément, trop fréquemment, trop profondément, on détruit l'activité superficielle de la macrofaune, et notamment les vers de terre. Ces vers de terre sont très importants parce que ce sont les principaux organismes du sol qui font la liaison entre la surface et la profondeur. En montant, en descendant, eh bien, ils font, eux, naturellement, un labour du sol, si j'ose dire, et ils permettent aux racines de la vigne de se nourrir plus intensément, à l'eau des pluies de pénétrer plus profondément, et au sol d'être aéré naturellement. Ces racines-là, elles aident le travail du sol naturellement parce qu'elles sont des racines qui perforent, qui vont en profondeur. Vous voyez, c'est gros, c'est puissant. Et elles améliorent également la pénétration de l'eau et donc la résistance de la vigne à la sécheresse quand il fait trop sec, notamment en été. Alors ça, ce sont des grosses racines, mais aussi on a d'autres plantes avec des racines beaucoup plus fines, mais beaucoup plus nombreuses et qui participent de la même façon à un travail du sol naturel, sans labour et sans perturber nos amis les vers de terre. Alors le fameux calcaire de Bordeaux, bien, il est là sous vos yeux. Et vous voyez, ce sont différentes strates qui correspondent à différents âges de sédimentation. Hein. C'est un calcaire qui s'est formé à l'ère tertiaire, à peu près entre 32 et 35 millions d'années en arrière. À cette époque, ce lieu où nous sommes aujourd'hui à Puisseguin-Saint-Émilion, ça fait partie donc de la juridiction de Saint-Émilion, Montagne-Saint-Émilion, Saint-Jean-Saint-Émilion, Saint-Émilion. Tout ça, c'est assis sur le même type de terroir, sur un ancien récif corallien. Hein. Donc il y a 30 à 40 millions d'années, ici, il y avait une mer de faible profondeur, et des récifs qui émergeaient. Et aujourd'hui, ce qui nous fait les collines de notre paysage, c'est l'émergence des récifs coralliens après leur érosion. Et donc voilà à quoi ça correspond. Et ce qui est intéressant dans ce calcaire particulier, donc d'origine marine, par accumulation d'organismes marins compressés, et en particulier à Saint-Émilion, ces organismes marins, ce sont des petites étoiles de mer, mais partout on retrouve des coquillages, des huîtres, des palourdes et d'autres espèces qui ont totalement disparu aujourd'hui. La caractéristique, c'est que comme c'était une mer peu profonde, le calcaire est peu dense. Donc vous voyez, il est relativement friable et il y a plein de fractures, hein, ce qui permet aux racines de la vigne de pénétrer cette couche-là et de profiter de la porosité. Alors la porosité, c'est très important parce que c'est le réservoir principal en eau de la vigne et c'est à partir de là qu'elle va pouvoir puiser son eau en été pendant les périodes sèches. Et c'est là aussi où elle va prélever tous les minéraux originaux qui vont faire l'atypicité, participer à la typicité particulière des vins de notre région ici, donc à Bordeaux, dans la région de Saint-Émilion. Avec le temps, ce calcaire va se dégrader, petit à petit, il se dégrade en argile. Et il forme une argile particulière qu'on appelle chez nous la molasse. Et c'est cette molasse qui est en fait également un réservoir très important en eau pour la vigne en été, ce qui fait qu'on n'a pas besoin d'irriguer les vignes jusqu'à présent chez nous, hein, et c'est un support très important pour que la vigne puisse se développer et exprimer les caractéristiques originales du lieu. Parmi les grands terroirs qui font les grands vins,
eh bien, il y en a un autre, et ce qu'on appelle les terroirs graveleux. Alors bien entendu, dans graveleux, il y a grave, et on s'attend à trouver quoi? De la pierre en surface. Mais la grave, c'est une pierre particulière, c'est une pierre qui a été roulée, c'est une pierre qui a été accumulée, une pierre d'érosion qui a été transportée par les fleuves, par les ruisseaux, par les rivières. Et c'est ce qu'on a ici, vous voyez, à ce sol-là. Nous sommes ici sur un terroir pomerolais, et ce terroir pomerolais, eh bien, là, pour cette caractéristique d'avoir ces cailloux hein, qui sont plus ou moins des silex, mais on trouve aussi du marbre, parce que nous sommes ici sur des pierres qui ont été transportées au moment dans les temps géologiques, hein, il y a quelques millions d'années, mais jusqu'à 40-60 000 ans, on a eu ces dépôts de graves à ce niveau-là, en provenance des Pyrénées. Donc vous voyez, ce sont des cailloux qui ont fait quelques centaines de kilomètres sous l'influence de l'érosion, d'abord érosion glaciaire, puis ensuite transportés par les rivières et les fleuves à cette époque, et qui se sont déposés en nappes, en couches, plus ou moins épaisses, plus ou moins profondes. On peut avoir de la grave dessous, on peut avoir de la grave dessus, comme ici, de la grave qui va faire quelques dizaines de centimètres ou plusieurs mètres. Ce qui est important dans la grave, c'est qu'elle soit mêlée à des éléments fins, parce que ici c'est un macro-élément, un élément qui est dur, où la vigne ne peut pas profiter de ça si ce n'est par l'aération du sol. Mais il faut qu'elle soit mêlée à des éléments fins, comme des sables fins, des limons et surtout des argiles. Et les graves sur argile, c'est ça qui fait parmi les grands vins de la planète, notamment à Bordeaux, grand vin du Médoc, grand vin des Graves, mais aussi grand vin avec ici ce terroir pomerolais. Voilà un terroir de grave qui est intéressant ici, où on mêle à la fois de la grave, de la gravette, des petits cailloux et des éléments fins, voyez, et c'est à partir de ça que la vigne va pouvoir se nourrir, et la pierre, elle, le caillou, la grave, elle va donner l'aération au sol, la possibilité à l'eau à s'infiltrer rapidement, à drainer l'excès d'eau après une pluie, et à faire que les racines de la vigne puissent s'enfoncer profondément, se nourrir profondément, sans rester dans la sécheresse au moment de l'été en particulier. Alors je voulais vous parler de l'importance de la biodiversité. C'est un mot qui est très à la mode. Tout le monde en parle, mais en fait, on ne sait pas trop qu'est-ce que ça veut dire. Biodiversité, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'activités et de diversité dans les types de vie dans notre environnement. Et en viticulture, ça s'applique également. Notamment, encore une fois, avec l'importance des couverts végétaux. Donc ici, vous avez un exemple de biodiversité à travers les différents couverts végétaux qu'on entretient tout au long de l'année. Donc la biodiversité, c'est différentes espèces, différents types de plantes, différents types d'animaux, etc. Comme vous voyez ici, par exemple, vous avez du radis chinois, ici c'est de la moutarde, là vous avez de l'orge, ici c'est du trèfle, un trèfle blanc, un trèfle rouge, du raie gras, etc. Toute cette diversité de types de plantes vont abriter différents types d'insectes en surface, différents types de micro-organismes en profondeur dans le sol, et c'est ça qui va contribuer à la complexité de l'expression du terroir et à ce qu'on appelle des sols vivants. C'est un peu un cliché, sol vivant, parce que forcément les sols ils sont toujours plus ou moins vivants, mais ici ils sont particulièrement vivants, et c'est ça qui va faire que la vigne va pouvoir, à travers ses racines en profondeur, qui vont entrer en profondeur dans le sol, pouvoir exprimer les différences de typicité de sol, de typicité de lieu, de typicité de microclimat, et donner un vin qui va être original. Parmi les différents types de terroirs viticoles de par le monde, il y a un terroir qui est particulier, ce sont les terroirs qui sont sur sol ou sous-sol argileux. À Bordeaux, il y en a beaucoup, et en particulier sur la rive droite de Bordeaux, on se situe aujourd'hui à Pomerol, on retrouve beaucoup d'argile, une argile particulière, hein, ce n'est pas celle qui sert à la poterie ou à la fabrication de la porcelaine, c'est une argile qui est indispensable pour nous, pour la nutrition de la vigne, sa nutrition en minéral, mais également pour son alimentation hydrique. Quand il ne pleut pas, où est-ce que va puiser l'eau dans le sol? À travers cette argile, parce que ce sont des argiles qui sont particulières ici, c'est ce qu'on appelle des argiles gonflantes. Donc quand elles reçoivent de l'eau avec les pluies de l'hiver, elle gonfle, elle se charge en eau, et elle va relarguer petit à petit son eau tout au long de la saison pour alimenter d'une manière régulière,
continuelle la vigne. Et c'est cette régularité de l'alimentation en eau qui fait la qualité des grands crus. Particularité de cette argile qu'on trouve chez nous, et en particulier à Pomerol, et dans un cru qui est particulièrement réputé, le fameux Château Pétrus, eh bien, ce sont ce qu'on appelle des argiles bleues, ces argiles gonflantes qui absorbent l'eau, qui se chargent tout au long de l'hiver d'humidité, et elle prend cette couleur caractéristique bleue parce qu'il n'y a plus d'oxygène. Et puis, au fur et à mesure que la saison se développe, qu'il y a plus de pluie, vous voyez, l'argile, elle va se fragmenter, voilà, et les racines vont réussir de nouveau à pénétrer à l'intérieur de cette argile, et la couleur change, vous voyez, elle devient rouge parce que l'oxygène re-rentre à l'intérieur du sol. On voit ici les racines qui ont réussi à pénétrer. Hein. Alors quand il y a beaucoup d'eau, qu'il n'y a plus d'oxygène, elles ne sont pas actives. Mais dès que l'argile se déshydrate, elles arrivent à repénétrer à travers les fissures qui se créent ici naturellement. Voilà. Et ça, c'est un réservoir de nutriments et un réservoir d'eau absolument phénoménal pour les racines de la vigne. Et ce type de terroir, il est particulièrement adapté pour un cépage, c'est le merlot. Le merlot, les grands merlots de par le monde, eh bien, ils sont toujours sur un sous-sol argileux. Et là, vous en avez un bel échantillon. Alors, saviez-vous que les abeilles sont un excellent indicateur de biodiversité dans le vignoble? Pourquoi on utilise ici nos ruches, nos abeilles, hein? Nous ne sommes pas apiculteurs. La vigne n'est pas pollinisée par les abeilles. Par contre, nos abeilles, elles vont se nourrir dans notre vignoble à partir de tous les couverts végétaux, de la succession des différentes espèces végétales qui vont se succéder tout au long de l'année avec différents types de fleurs. Et nos abeilles ici, eh ben, elles vont en faire le miel. Et ce miel, il est un excellent indicateur de la qualité de notre environnement agroécologique, car plus ces abeilles vont être en bonne santé, plus elles seront bien nourries, moins elles seront perturbées dans l'environnement, plus elles vont faire du miel, plus elles vont en faire en quantité, en qualité. Et l'analyse de ce miel que nous réaliserons en laboratoire va permettre de nous attester l'absence de pesticides dans notre environnement. Alors aujourd'hui, c'est une occasion particulière pour goûter le nouveau millésime, ce qu'on appelle la dégustation en primeur. Donc voilà, c'est toujours un lieu ici, j'aime beaucoup la salle des Dominicains parce que c'est une ambiance très posée, très calme, un peu monastique. Je souhaitais étendre la possibilité d'adhésion à l'Union à des propriétés qui étaient autres que